Un homme d'affaires millionnaire se réveille dans sa routine impeccable, entouré de luxe et de stabilité. Mais une phrase énigmatique d'une fille des rues bouleverse son engrenage mental parfait. Trahi en amour, en affaires et en confiance, il voit son monde s'effondrer sous ses yeux. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Le soleil se levait à peine sur les toits d'ardoise de Neuilly-sur-Seine, projetant une lumière dorée sur les façades haussmanniennes des résidences cossues. La demeure de Laurent Mercier, située dans cette banlieue prestigieuse de Paris, se distinguait par son élégance discrète et son jardin impeccablement entretenu. À 52 ans, Laurent avait bâti un empire industriel dans le secteur de la haute technologie, faisant de Mercier Innovation l'une des entreprises les plus influentes de France. Ce matin-là, comme tous les autres, Laurent se préparait méticuleusement. Chemise impeccable, costume sur mesure, chaussures italiennes cirées avec précision. Chaque détail comptait pour lui, car il était convaincu que l'excellence se nichait dans les moindres aspects de l'existence. Sa routine était immuable, depuis 15 ans, depuis qu'il avait épousé Camille, une femme d'une beauté saisissante qui avait illuminé sa vie d'homme d'affaires jadis solitaire. « Je pars un peu plus tôt aujourd'hui », annonça-t-il en déposant un baiser sur le front de son épouse encore endormie. La réunion avec les investisseurs japonais ne peut pas attendre. Camille marmonna quelque chose d'inintelligible avant de se retourner dans les draps de soie. Laurent sourit tendrement. Après 15 ans, il la trouvait toujours aussi belle, avec ses longs cheveux châtains étalés sur l'oreiller et ses traits délicats. Il quitta silencieusement la chambre, descendit l'escalier en marbre et traversa le hall d'entrée où Jérôme, son chauffeur depuis une décennie, l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur Mercier. Belle journée qui s'annonce. » « En effet, Jérôme. Direction le siège, s'il vous plaît. » La Mercedes noire s'engagea dans l'allée pavée, franchit le portail électrique et s'immobilisa brièvement avant de s'insérer dans la circulation. C'est à ce moment précis qu'une petite silhouette s'approcha de la vitre arrière. Une fillette d'une dizaine d'années, aux vêtements usés mais propres, au visage émacié mais au regard vif et intelligent. Laurent la reconnut immédiatement. Elle était là presque tous les matins, et il lui donnait régulièrement quelques euros touchés par sa politesse et son sourire sincère. « Bonjour, monsieur, » dit-elle en français avec un léger accent de l'Est. « Le plombier arrive bientôt. » Laurent fronça les sourcils, puis sourit avec indulgence. « Pardon, petite, je crois que tu te trompes. »« Non, monsieur, » insista-t-elle doucement. « Le plombier vient chez vous quand vous partez, presque tous les jours. » Avant qu'il puisse répondre, Jérôme accéléra, laissant la fillette sur le trottoir. Laurent se retourna pour l'observer par la lunette arrière. Elle restait immobile, le fixant avec une expression indéchiffrable. « Qui est cet enfant, Jérôme » demanda Laurent, troublé. « Elle s'appelle Amélie, monsieur. Elle vit avec sa grand-mère dans un petit appartement du quartier. Je crois qu'elles sont venues de Roumanie, il y a quelques années. La grand-mère fait des ménages, mais la petite, elle traîne souvent dans les rues. » Laurent hocha la tête, pensif. « Le plombier, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?»« Sans doute une confusion, monsieur. Les enfants inventent parfois des histoires. »« Sans doute, » murmura Laurent, mais une sensation désagréable s'était installée dans sa poitrine. La matinée s'écoula dans une succession de réunions et de décisions stratégiques. Laurent était connu pour sa concentration légendaire et son intuition affûtée en affaires. Pourtant, aujourd'hui, son esprit revenait sans cesse aux paroles d'Amélie. « Le plombier arrive bientôt. » Une phrase anodine, prononcée par une enfant. Pourquoi l'obsédait-elle à ce point? À midi, incapable de se concentrer davantage, il appela sa résidence. « Bonjour, Madame Mercier est-elle présente ?» demanda-t-il à Mathilde, leur gouvernante. « Non, monsieur. Madame est sortie il y a 1 heure environ. Elle a mentionné un rendez-vous chez son coiffeur, je crois. Et avons-nous fait venir un plombier récemment ?» Un silence précéda la réponse. « Pas à ma connaissance, monsieur. Y a-t-il un problème avec la plomberie ?»« Non, non. Simple vérification. Merci, Mathilde. » Laurent raccrocha, plus troublé encore. Camille ne lui avait pas mentionné de rendez-vous chez le coiffeur. En soi, ce n'était pas inhabituel. Leurs emplois du temps respectifs étaient chargés, mais combinés aux paroles étranges d'Amélie, « Je deviens paranoïaque », murmura-t-il, en se massant les tempes. L'après-midi s'éternisa en signature de contrat et en appel téléphonique.
À 18 heures, épuisé et toujours préoccupé, Laurent décida de rentrer plus tôt que prévu. Il congédia Jérôme à quelques rues de sa résidence, prétextant l'envie de marcher un peu. En réalité, il voulait passer par l'entrée secondaire du jardin, celle qui donnait sur une ruelle discrète. En approchant de sa propriété, il aperçut Amélie, assise sur un banc public à une centaine de mètres. Leurs regards se croisèrent. La fillette ne sourit pas, ne fit aucun signe. Elle se contenta de le fixer avec une intensité troublante. Laurent s'approcha d'elle, sortit son portefeuille et en tira un billet de 50 €. « Bonjour, Amélie. Jérôme m'a dit ton nom. »« Bonjour, monsieur, » répondit-elle poliment. « Ce matin, tu as parlé d'un plombier. Que voulais-tu dire exactement ?» Amélie regarda le billet, puis le visage de Laurent. « Je vois des choses, monsieur. Ma grand-mère dit que je ne devrais pas parler de ce que je vois. Je comprends, mais j'aimerais vraiment savoir. » La fillette hésita, puis prit le billet que Laurent lui tendait toujours. « Il vient presque tous les jours, avec sa caisse à outils. La dame lui ouvre et il semble content de se voir. » Laurent sentit son cœur se serrer. « Comment est-il ?»« Ce plombier. Grand, cheveux noirs, élégant pour un plombier. Il porte souvent un costume, sauf quand il entre chez vous. Là, il est en vêtements de travail. »« Et tu l'as vu aujourd'hui ?» Amélie secoua la tête. « Pas encore, mais il viendra. Il vient toujours. » Laurent lui tendit un autre billet. « Amélie, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu observer ma maison demain matin, après mon départ, et me dire si le plombier vient ?»« Je le fais déjà, monsieur, » répondit-elle avec une sagesse qui dépassait largement son âge. « C'est pourquoi je vous ai parlé ce matin. Pourquoi me dire ça à moi, tu ne me connais pas ?» Amélie haussa les épaules. « Vous êtes gentil. Vous me donnez toujours des pièces. Et vous semblez triste parfois. Comme mon père l'était avant que nous quittions Bucarest. » Laurent fut touché par cette observation perspicace. « Merci. Amélie, sois prudente, d'accord ?» Elle hocha la tête solennellement. Laurent s'éloigna, le cœur lourd. Il contourna sa propriété et entra par la petite porte du jardin, prenant soin de ne pas faire de bruit. La maison semblait paisible. Des rires provenaient du salon. La voix de Camille, mélodieuse, et une autre, masculine, qu'il ne reconnut pas immédiatement. S'approchant silencieusement, il jeta un coup d'œil par la fenêtre du salon. Camille était là, radieuse dans une robe d'intérieur en soie, un verre de champagne à la main. Face à elle, un homme élégant d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs impeccablement coiffés. Laurent le reconnut avec stupeur. François Leroy, directeur financier de Mercier Innovation, l'un de ses plus proches collaborateurs. Le choc le figea sur place. François n'était pas en tenue de plombier, mais en costume d'affaires. Ils trinquaient, riaient ensemble, avec une familiarité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Laurent s'éloigna sans être vu, le cœur battant à tout rompre. La colère, la douleur et l'incrédulité se mélangeaient dans son esprit. Camille et François, sa femme et son bras droit. La trahison était double, dévastatrice. Mais un détail le frappa. François n'était pas déguisé en plombier, contrairement à ce qu'Amélie avait décrit. Était-ce une erreur de la fillette? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus complexe qu'une simple liaison? Laurent s'éloigna de sa demeure, l'esprit en ébullition. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre, et surtout, il avait besoin d'en savoir plus avant d'agir. Sortant son téléphone, il composa le numéro d'un vieil ami qu'il n'avait pas contacté depuis des années. « Allô, Victor, c'est Laurent Mercier. J'aurais besoin de tes services. » Discrètement. En raccrochant, Laurent jeta un dernier regard vers sa maison. Derrière ces murs qu'il avait construits, sa vie parfaite venait de voler en éclats. Mais il était déterminé à découvrir l'étendue de cette trahison, quelle qu'elle soit. Laurent passa la nuit dans une suite anonyme du Royal Monceau, incapable de retourner chez lui et de faire face à Camille après ce qu'il avait découvert. Il prétexta un dîner d'affaires qui s'éternisait, suivi d'une urgence avec les investisseurs japonais. Camille n'avait pas posé de questions. Comme d'habitude, pensa-t-il amèrement. Peut-être que cette indifférence mutuelle avait pavé le chemin de leur éloignement. À 7 heures du matin, Victor Lenoir se présenta à sa suite. L'ancien inspecteur de police, reconverti en détective privé, n'avait guère changé depuis leur dernière rencontre. Toujours cette silhouette trapue, ce regard perçant et cette moustache soigneusement taillée
qui lui donnait un air d'aristocrate d'un autre siècle. « 15 ans que je n'ai pas eu de tes nouvelles, et voilà que tu m'appelles pour une affaire d'adultère, » commenta Victor, en sirotant son café. « J'aurais préféré des retrouvailles plus joyeuses. Ce n'est peut-être pas qu'une simple affaire. »« D'adultère, » répondit Laurent, le regard fixé sur la fenêtre qui offrait une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. « François Leroy est mon directeur financier. Il a accès à toutes les données sensibles de l'entreprise. » Victor haussa un sourcil. « Tu crains qu'il ne te trahisse professionnellement aussi? »« Je ne sais pas, mais une fillette des rues m'a parlé d'un plombier qui viendrait régulièrement chez moi. Or, quand j'ai vu François hier, il était en costume, pas en tenue de plombier. Et cette fillette, tu la crois ?» Laurent se tourna vers son ami. Étrangement, oui, elle n'avait aucune raison de me mentir. Et elle semblait sincèrement préoccupée. Victor sortit un petit carnet de sa poche. « Très bien. Commençons par le commencement. J'aurai besoin d'accéder à ta résidence en ton absence, de placer quelques caméras discrètes. Tu as un double des clés ?» Laurent lui tendit un trousseau. « La petite clé dorée ouvre la porte du jardin arrière. Je te fais confiance pour la discrétion. Comme au bon vieux temps, » sourit Victor, faisant référence à leurs années d'université, quand ils organisaient des farces élaborées. « Et pour aujourd'hui, quel est ton plan ?»« Je vais me rendre au bureau comme si de rien n'était, » observait François, vérifier s'il agit différemment. Victor acquiesça gravement. « Bonne idée. Pendant ce temps, je vais commencer la surveillance. Je te tiendrai informé. » 2 heures plus tard, Laurent franchissait les portes de Mercier, Innovation, saluant ses employés avec son assurance habituelle. Personne n'aurait pu deviner le tumulte qui l'agitait intérieurement. À 10 heures, il convoqua François pour une réunion de routine sur les résultats trimestriels. Le directeur financier entra dans son bureau avec cette élégance décontractée qui faisait sa marque de fabrique. « Bonjour Laurent, j'espère que ton dîner avec les Japonais s'est bien passé. » Laurent l'observa attentivement. Pas la moindre trace de nervosité, pas le plus infime indice de culpabilité dans ses yeux bleus glacés. François semblait parfaitement à l'aise, comme si boire du champagne avec la femme de son patron la veille était la chose la plus naturelle du monde. « Très bien, merci. J'ai quelques inquiétudes concernant nos investissements dans la nouvelle filiale de Lyon. » La discussion se poursuivit, professionnelle et technique. François maîtrisait son sujet à la perfection, comme toujours. C'était d'ailleurs pour cette compétence que Laurent l'avait recruté 5 ans auparavant, sur recommandation d'un ami commun. En l'observant aujourd'hui, il se demandait depuis combien de temps durait cette trahison. « J'aimerais que tu me prépares un rapport détaillé sur les flux financiers des 6 derniers mois, » demanda Laurent en conclusion. « Quelque chose me tracasse dans les chiffres. » Une ombre passa fugitivement sur le visage de François, si bref que Laurent l'aurait manqué s'il n'avait pas été particulièrement attentif. « Bien sûr, » répondit François avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je m'y mets immédiatement. » Après son départ, Laurent resta pensif. Cette légère hésitation était-elle significative ou simplement le fruit de son imagination perturbée par la jalousie? À midi, son téléphone vibra. Un message de Victor. Du mouvement à la résidence. « Ta femme est sortie il y a 1 heure. Un homme vient d'arriver, pas François, mais correspondant à la description du plombier. Envoi de photos. » Laurent ouvrit les images avec appréhension. L'homme capturé par l'objectif de Victor portait effectivement une tenue d'ouvrier, avec une caisse à outils, mais malgré la casquette qui dissimulait partiellement son visage, Laurent reconnut sans peine François Leroy. Le déguisement était sommaire, mais suffisant pour tromper un regard distrait. « Attends, » murmura Laurent pour lui-même. « Si François est chez moi maintenant, alors qui ?» Il se leva d'un bond et se dirigea vers le bureau du directeur financier. La secrétaire l'informa que M. Leroy était parti déjeuner. « Il a mentionné un rendez-vous important, » ajouta-t-elle. Laurent retourna dans son bureau le cœur battant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui en résultait était encore plus troublante qu'il ne l'avait imaginé. Il appela Victor. « Il faut que tu le suives quand il sortira. »« De chez moi. Je veux savoir où il va, ce qu'il fait. »« Déjà prévu, » répondit Victor. « Et j'ai installé 2 caméras discrètes, une dans le salon et une dans ton bureau à domicile. Les images sont transmises en direct sur cette application sécurisée. » Laurent téléchargea l'application indiquée et y accéda avec les identifiants, fournis par Victor.
Les images étaient d'une netteté impressionnante. Il pouvait voir François, toujours en tenue de plombier, fouiller méthodiquement dans son bureau personnel. Pas dans la chambre, pas dans le salon, mais spécifiquement dans l'espace où il conservait ses documents professionnels les plus sensibles. « Ce n'est pas qu'une affaire de cœur », murmura-t-il glacé. À 14 heures, François était de retour à son poste, impeccable dans son costume Armani, comme s'il n'avait jamais quitté les locaux. Laurent l'observa discrètement à travers la paroi vitrée de son bureau. Le directeur financier semblait absorbé par son écran d'ordinateur, tapant frénétiquement. Victor appela. « Je l'ai suivi. Après avoir quitté ta résidence, il s'est rendu dans un petit café à Montmartre où il a rencontré un homme. Échange rapide d'une enveloppe. J'ai pris des photos. » Laurent examina les nouvelles images. L'homme en question était petit, chauve, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air de comptable anonyme. « Tu sais qui c'est ? » ?»« Pas encore, mais je vais le découvrir. Et j'ai une autre information. Pendant que François fouillait ton bureau, j'ai remarqué qu'il s'intéressait particulièrement à un dossier bleu. Il l'a photographié page par page avec son téléphone. Laurent blêmit. Le dossier bleu contenait tous les détails de la fusion-acquisition en cours avec une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle. Une opération à plusieurs millions d'euros, encore confidentielle. Victor, il faut accélérer l'enquête. Je crains que nous n'ayons affaire à de l'espionnage industriel. Je m'en doutais, répondit le détective. J'ai déjà commencé à creuser le passé de François Leroy, et j'ai trouvé quelques incohérences intéressantes. Son CV mentionne un MBA à HEC, mais quand j'ai contacté l'école, ils n'ont aucune trace de lui. Cette révélation frappa Laurent comme un coup de poing. François avait rejoint l'entreprise sur la base de références qu'il avait à peine vérifiées, tant la recommandation de son ami semblait fiable. Une erreur de débutant qu'il payait maintenant au prix fort. Et Camille, a-t-elle contacté François aujourd'hui? Un silence précéda la réponse de Victor. Oui, plusieurs messages. Le dernier disait « Tout se passe comme prévu. Elle aime. Ne se doute de rien. » Laurent ferma les yeux, submergé par une vague de douleur plus intense encore que celle provoquée par la découverte de l'infidélité. Sa femme et son directeur financier conspiraient contre lui, contre tout ce qu'il avait bâti. « Il y a autre chose, » ajouta Victor. « J'ai croisé la petite Amélie ce matin, près de ta résidence. Elle observait la maison avec attention. Je lui ai parlé, me présentant comme un ami à toi. Elle m'a dit qu'elle avait peur pour toi, que le plombier n'était pas ce qu'il semblait être. Cette gamine est étonnamment perspicace. »« Elle a été la première à me mettre en garde, » murmura Laurent. « Une enfant des rues que tout le monde ignore. Justement, méfie-toi, si elle a remarqué quelque chose, d'autres pourraient aussi l'avoir fait, y compris François et Camille. Elle pourrait être en danger. » Ces mots déclenchèrent une alarme dans l'esprit de Laurent. « Tu as raison. Peux-tu la retrouver et t'assurer qu'elle va bien ?»« Je m'en occupe. Toi, continue à jouer la comédie. Avec François. Ne lui montre pas que tu sais. » Laurent raccrocha, l'esprit tourmenté par 1000 questions. Comment François avait-il séduit Camille? Ou était-ce l'inverse? Depuis combien de temps ce complot durait-il? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller? En fin d'après-midi, François frappa à sa porte. « Le rapport que tu m'as demandé sur les flux financiers, » annonça-t-il en déposant une chemise sur son bureau. « Tout est parfaitement en ordre, comme tu pourras le constater. » Laurent prit le document, observant discrètement les mains de François. Ces mêmes mains qui, quelques heures plus tôt, fouillaient dans ses affaires personnelles. Ces mêmes mains qui, sans doute, caressèrent le corps de Camille. « Merci, François, je l'étudierai attentivement. »« Quelque chose te préoccupe en particulier ?» demanda le directeur financier avec une sollicitude feinte. « Des intuitions, rien de plus, » répondit Laurent en soutenant son regard. « Tu sais comme je suis, méticuleux jusqu'à la paranoïa. » François eut un petit rire qui sonnait faux. « C'est ce qui fait ta force. Bien, je te laisse. Bonne soirée, Laurent. »« Bonne soirée, François. » Après son départ, Laurent ouvrit le rapport et commença à l'examiner. À première vue, tout semblait effectivement en ordre. Mais il connaissait suffisamment la finance pour savoir que les plus grandes fraudes se cachaient souvent derrière des chiffres apparemment irréprochables. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Victor. Impossible de retrouver Amélie. Sa grand-mère est inquiète. La petite a disparu depuis midi. La disparition d'Amélie frappa Laurent comme un coup de massue.
Cet enfant qui l'avait alerté se trouvait maintenant potentiellement en danger à cause de lui. Il quitta précipitamment son bureau, prétextant un rendez-vous médical urgent, et rejoignit Victor dans le petit appartement que la grand-mère d'Amélie occupait rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement. Irina Vasilescu, une femme d'une 60aine d'années au visage marqué par les épreuves mais empreint de dignité, les accueillit dans un français hésitant, teinté d'accent roumain. Le 2 pièces était modeste mais impeccablement tenu, orné de quelques icônes orthodoxes et de photographies en noir et blanc. « Amélie n'est jamais rentrée après l'école », expliqua-t-elle, tordant nerveusement un mouchoir entre ses doigts noueux. « J'ai appelé ses amis, personne ne l'a vue. Ce n'est pas normal. Elle est toujours ponctuelle, responsable, comme une petite adulte. » Laurent observa une photo d'Amélie sur le buffet. La fillette souriait, ses yeux reflétant une maturité troublante pour son âge. « Madame Vasilescu, est-ce qu'Amélie vous a parlé de moi ou d'un homme qu'elle aurait vu entrer dans ma maison ?» Irina le dévisagea avec surprise. « Elle m'a dit qu'elle vous donnait bonjour tous les matins, que vous étiez gentil, mais elle ne m'a jamais parlé d'un autre homme. A-t-elle reçu des menaces récemment? Semblait-elle préoccupée ?» La grand-mère hésita. Elle posait beaucoup de questions sur les hommes malhonnêtes, sur comment les reconnaître. J'ai pensé que c'était pour un devoir d'école. Cette réponse alarma davantage Laurent. « Madame, je crois qu'Amélie pourrait avoir été témoin de quelque chose qui la met en danger. Avec votre permission, j'aimerais signaler sa disparition à la police. »« J'ai déjà essayé, » soupira Irina. « Ils m'ont dit d'attendre 24 heures, que les enfants font souvent des fugues. » Victor intervint, sortant sa vieille carte de police. « Je connais encore du monde au commissariat, je vais accélérer les choses. » Pendant que le détective passait plusieurs appels, Laurent tenta de réconforter la grand-mère. « Nous allons la retrouver, je vous le promets. Et quand tout sera terminé, je veillerai personnellement à ce que vous et Amélie ne manquiez plus jamais de rien. » Irina le remercia d'un hochement de tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Amélie dit toujours que vous avez bon cœur, que vous êtes juste un peu perdu. » Ces mots touchèrent Laurent plus qu'il ne l'aurait imaginé. Comment cet enfant avait-elle pu percevoir son vide existentiel, alors que lui-même peinait à le reconnaître? Victor raccrochait son téléphone. « J'ai une piste. Un commerçant du quartier a vu Amélie monter dans une voiture noire vers midi. Il a remarqué la plaque d'immatriculation parce qu'elle commençait comme son propre numéro de téléphone. »« Quelle voiture ?» demanda Laurent, tendu. « Une Audi A6, immatriculée dans les Hauts-de-Seine. » Laurent blêmit. « C'est la voiture personnelle de François. » Ils prirent congé d'Irina, promettant de la tenir informée heure par heure. Dans la rue, Laurent laissa éclater sa colère. « Ce salaud a enlevé une enfant. Jusqu'où vont-ils ?»« Allez, bon sang. Calme-toi, » conseilla Victor. « Nous n'avons pas de preuves directes. Peut-être qu'Amélie est montée volontairement dans cette voiture. » Une fillette de 10 ans qui monte volontairement dans la voiture d'un inconnu? Peu probable. François n'est peut-être pas un inconnu pour elle. S'il vient régulièrement chez toi, elle l'a forcément repéré. Peut-être lui a-t-il tendu un piège. Ils montèrent dans la voiture de Victor et se dirigèrent vers Neuilly. « Nous devons être méthodiques, » expliqua le détective. « Si François et Camille ont pris Amélie, c'est qu'ils craignent qu'elle ne révèle quelque chose. Nous devons découvrir ce que c'est exactement. » Laurent acquiesça, essayant de maîtriser son angoisse. « Retournons à mon bureau. Je veux examiner en détail ce rapport financier que François m'a remis. » Dans les locaux désertés de Mercier, innovation, Laurent et Victor s'installèrent dans la salle de conférence principale. Laurent projeta sur le grand écran les données du rapport, ainsi que les documents originaux auxquels il avait accès en tant que PDG. « Regarde ces chiffres, » indiqua-t-il en pointant une colonne. François a modifié subtilement les montants. Des investissements dans notre filiale asiatique. La différence est minime sur chaque transaction, mais sur le volume global. « Combien ?» demanda Victor. « Près de 3 millions d'euros détournés en 6 mois. Si discrètement que même notre commissaire aux comptes ne l'aurait pas remarqué sans une analyse approfondie. » « Et où est passé cet argent ?» Laurent pianota sur son clavier. « Vers des comptes offshore au Caïman, puis probablement réinjectés. Dans des sociétés écrans. Le schéma classique. Ce qui explique sa rencontre avec cet homme mystérieux à Montmartre, » murmura Victor. « Probablement un intermédiaire pour ces transferts. » Laurent poursuivit son analyse, découvrant progressivement l'ampleur de la fraude. Ce n'est pas tout.
François a créé un système de fausses factures avec des fournisseurs fictifs. Et regarde ces contrats que j'ai signés il y a 3 mois. Il projeta plusieurs documents juridiques complexes. Ces clauses en petits caractères. Elles créent des failles permettant de détourner la propriété intellectuelle. De nos innovations les plus récentes, j'ai signé ça sans même m'en apercevoir. Victor siffla entre ses dents. Ton directeur financier est un escroc de haut vol, et ta femme est complice. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas l'être. Ces documents étaient dans notre coffre-fort à domicile. Elle seule, en dehors de moi, en connaissait la combinaison. Le détective sortit son téléphone. J'ai demandé à un ami de tracer le téléphone portable de François. Il est actuellement dans un chalet près de Megève, propriété de... Laisse-moi deviner. Une société offshore? Exactement. Enregistrée à Gibraltar sous le nom de New Horizons Ltd. Tu connais? Laurent secoua la tête. Jamais entendu parler. Mais je parie que c'est là qu'une partie de mes 3 millions a atterri. Et si Amélie est avec eux, Laurent se leva brusquement. Il faut y aller. Maintenant. Pas si vite, tempéra Victor. Nous ne pouvons pas débarquer comme ça. Il nous faut un plan et surtout des preuves solides pour les coincer. À cet instant, le téléphone de Laurent vibra. Un message de Camille. « Chérie, où es-tu? Je m'inquiète. Le dîner avec les Pelletier est toujours prévu pour ce soir ?» Laurent montra le message à Victor. Elle fait comme si de rien n'était, alors qu'elle est probablement complice d'un enlèvement. Ou alors, elle n'est pas au courant, suggéra le détective. Peut-être que François agit seul pour cette partie. Je dois en avoir le cœur net. Laurent composa le numéro de sa femme. Elle répondit à la première sonnerie. Laurent, enfin, j'étais morte d'inquiétude. Vraiment? Répondit-il, s'efforçant de garder un ton neutre. Pourtant, tu semblais bien occupé aujourd'hui. Un silence. Que veux-tu dire? Je sais tout, Camille. Pour toi et François, pour les détournements de fonds, pour les contrats falsifiés. Nouveau. Silence plus long. Puis un soupir. Je vois. Alors c'est fini. Où est Amélie? Qui? La petite fille roumaine. Celle qui traîne devant notre maison le matin. François l'a emmenée aujourd'hui. Où est-elle? Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit Camille. Et Laurent fut surpris par la sincérité apparente dans sa voix. Je n'ai pas vu François aujourd'hui. Il m'a envoyé un message disant qu'il partait quelques jours en déplacement professionnel. Arrête de mentir, je vous ai vus ensemble hier soir. Hier soir? Répéta Camille, confuse. J'étais avec François, oui, mais pas comme tu l'imagines. Nous discutions de notre plan. Quel plan? Un autre soupir. Viens à la maison, Laurent, je t'expliquerai tout, mais je te jure que je ne sais rien à propos d'une fillette. Laurent raccrocha, troublé. Elle nie pour Amélie, mais elle admet leur relation et parle d'un plan. Ça pourrait être un piège, avertit Victor. Si François est aussi intelligent que tu le dis, il a certainement prévu un plan de secours en cas de découverte. Je dois prendre le risque. Si Camille sait où est Amélie, dans ce cas, j'appelle des renforts. Mon ami du commissariat de Neuilly et 2 agents de confiance. Ils surveilleront la maison discrètement pendant que tu parles avec Camille. 1 heure plus tard, Laurent franchissait le seuil de sa demeure. Camille l'attendait dans le salon, vêtue d'une simple robe noire qui soulignait sa silhouette parfaite. Malgré les circonstances, Laurent ne put s'empêcher de la trouver belle. « Tu voulais des explications » commença-t-elle sans préambule. « Je vais te les donner. Mais d'abord, sache que je ne suis au courant d'aucun enlèvement. Si François a fait ça, c'est de sa propre initiative. » « Je t'écoute » répondit Laurent froidement. Camille se servit un verre de vin, ses mains tremblant légèrement. « François et moi avons une liaison depuis 6 mois. Il est venu me voir un jour où tu étais en déplacement, prétextant te rapporter des documents urgents. Nous avons parlé. Vraiment parlé, Laurent. Comme toi et moi ne le faisions plus depuis des années. Et de là à comploter contre moi, il n'y avait qu'un pas. Ce n'était pas contre toi, pas au début. » Elle hésita. François m'a parlé d'irrégularités dans les comptes de l'entreprise, des détournements que tu aurais orchestrés pour financer d'autres femmes. Laurent éclata d'un rire incrédule. Et tu l'as cru? Il avait des preuves, des relevés, bancaires, des photos, toi avec une jeune femme à Courchevel alors que tu prétendais être à Londres. Ces photos étaient truquées, Camille. Je n'ai jamais été infidèle. Elle secoua la tête. J'étais tellement blessé, tellement... en colère,
François m'a proposé de l'aider à recueillir des preuves contre toi pour te confronter, disait-il, pour sauver notre mariage. Et quand as-tu compris que c'était lui l'escroc? Camille détourna le regard. Récemment. J'ai surpris une conversation téléphonique. Il parlait de liquidation d'actifs et de disparaître. Définitivement. J'ai commencé à avoir des doutes, à vérifier certaines choses. Et aujourd'hui, il m'a appelé ce matin disant qu'il avait une réunion urgente et qu'il me retrouverait ce soir pour finaliser notre plan. Mais il n'est jamais venu. Son téléphone est éteint depuis midi. Laurent observa attentivement sa femme, cherchant des signes de mensonge. Mais Camille semblait sincèrement bouleversée. Se pouvait-il qu'elle ait été manipulée elle aussi? Alors tu n'es pas complice des fraudes financières? Non. Enfin, pas consciemment. J'ai peut-être facilité certaines choses en te faisant signer des documents sans que tu les lises attentivement. Mais je pensais vraiment que c'était pour constituer un dossier contre toi. Laurent sentit un mélange de soulagement et de colère. Sa femme n'était pas une criminelle, juste une femme blessée qui avait été utilisée par un manipulateur habile. Mais elle l'avait tout de même trahi. « Laurent, reprit Camille, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais si François a vraiment enlevé cette petite fille, il faut l'arrêter, je veux t'aider. » Comment? Il possède un appartement secret à Paris, un studio qu'il a acheté sous un faux nom. Nous nous y retrouvions parfois. C'est peut-être là qu'il a emmené l'enfant. L'appartement secret de François se trouvait dans le 16e arrondissement, rue Spontini, dans un immeuble haussmannien discret mais élégant. Le trajet jusqu'à cette adresse se déroula dans un silence pesant. Laurent et Camille assis à l'arrière de la voiture de Victor, chacun perdu dans ses pensées. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville lumière d'un voile d'obscurité qui semblait refléter l'état d'esprit de Laurent. « C'est ici, » murmura Camille, lorsque la voiture s'arrêta. « 5e étage, appartement 5C. Il est enregistré au nom de Philippe Mercier. »« Mon prénom, ton nom de jeune fille » constata Laurent avec amertume. « Quelle délicate attention !» Victor se tourna vers eux. « Je vais monter d'abord, seul. Si François est là-haut avec la petite, je ne veux pas qu'il panique en vous voyant. » Laurent acquiesça à contre-cœur. L'ancien policier disparut dans l'immeuble, les laissant dans une attente angoissante. Camille tenta de prendre la main de Laurent, mais celui-ci la retira doucement. « Pas maintenant, Camille. Je comprends que tu as été manipulée, mais tu m'as quand même trahi. Nous réglerons nos comptes plus tard. » Elle baissa la tête. « Je ne cherche pas le pardon, Laurent. Juste une chance de t'aider à réparer le mal que j'ai contribué à faire. » Le téléphone de Laurent vibra. Un message. De Victor. Appartement vide. Mais ils y étaient récemment, montés. Ils trouvèrent le détective dans un studio luxueusement meublé, au décor épuré et moderne, tout l'opposé du style classique que Laurent privilégiait dans leur résidence de Neuilly. Victor leur montrait ce qu'il avait découvert. Un ordinateur portable encore chaud, des tasses de café à moitié vides, et surtout, un petit bracelet tressé aux couleurs vives. « C'est à Amélie », confirma Laurent en saisissant délicatement le bracelet. « Je l'ai vu le porter. » Camille observait la pièce avec un mélange de dégoût et de honte. « Je ne suis jamais venu dans cet appartement, » murmura-t-elle. « Nous nous retrouvions dans un autre endroit, plus simple. Je ne savais pas qu'il possédait tout ceci. » Victor s'était installé devant l'ordinateur portable. Verrouillé par mot de passe, évidemment. Mais j'ai des compétences en informatique. Après quelques minutes de tentative, il parvint à contourner la sécurité. Voilà, voyons. Ce que notre ami cache. L'écran révéla des dossiers soigneusement organisés. L'un d'eux portait le nom Mercier Innovation Acquisition. Victor l'ouvrit, dévoilant des centaines de documents confidentiels. Plans stratégiques, brevets en cours, détails financiers que seuls les plus hauts dirigeants de l'entreprise étaient censés connaître. « Il a copié toutes nos données sensibles », murmura Laurent, atterré. « Mais dans quel but ?» Un autre dossier attira leur attention. Projet Phoenix. Il contenait des échanges d'emails entre François et plusieurs contacts étrangers, dont un certain Zhang Wei, apparemment cadre supérieur chez Tech Future, un conglomérat technologique chinois concurrent direct de Mercier Innovation. Espionnage industriel, conclut Victor. Il vendait vos secrets à la concurrence. Laurent parcourut rapidement les messages. Pas seulement il préparait son départ. Regarde ces échanges.
Il a négocié un poste de directeur chez Tech Future avec un salaire 3 fois supérieur au sien actuel et une commission spéciale pour la livraison de mon Dieu. Quoi? Demanda Camille. Le prototype du M-Quantum, notre processeur quantique expérimental. C'est un projet ultra secret, financé en partie par l'État français pour des applications stratégiques. François prévoyait de le livrer aux Chinois. Victor siffla entre ses dents. Ce n'est plus de la simple fraude, c'est de la haute trahison. Camille s'était effondrée dans un fauteuil, livide. J'ai été complètement aveugle. Il m'a utilisé pour accéder à toi, à tes codes, à tes documents. Pas le moment de s'apitoyer, interrompit Victor. Il faut trouver où ils sont maintenant et surtout où est Amélie. Laurent remarqua un agenda électronique ouvert à la date du jour. Une entrée à 21h ans attira son attention. Livraison. Finale, hangar 7, port de Gennevilliers. Gennevilliers, murmura-t-il. Le plus grand port fluvial de la région parisienne. Un endroit parfait pour une transaction discrète. Ou pour quitter le pays sans laisser de traces, ajouta Victor. Il est presque 20h30. Nous devons nous dépêcher. Pendant le trajet vers le port, Victor contacta ses amis policiers, leur expliquant la situation. Ils envoyaient une équipe, mais en civil. Pas d'intervention visible tant que nous n'avons pas localisé Amélie. Laurent observait les lumières de Paris défiler par la vitre, son esprit oscillant entre inquiétude pour la fillette et colère contre la trahison dont il avait été victime. À ses côtés, Camille semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures, son visage creusé par le remords. « J'ai une question, dit-il soudain. Pourquoi François aurait-il enlevé Amélie? Que représente-t-elle pour lui? Elle l'a peut-être vu faire quelque chose de compromettant, suggéra Victor. Ou bien il craint qu'elle ne te révèle des informations. Mais quelles informations? Elle m'a seulement parlé d'un plombier. Les enfants remarquent des détails que les adultes négligent, dit doucement Camille. Peut-être a-t-elle vu François avec les personnes qui devaient recevoir les informations volées. Cette hypothèse semblait plausible. Laurent se rappela la perspicacité troublante d'Amélie, son regard qui semblait tout observer. Si elle avait été témoin de rencontres secrètes entre François et ses contacts étrangers, le port de Gennevilliers apparut devant eux, masse sombre ponctuée de lumières industrielles. Victor gara la voiture à distance raisonnable du hangar 7, une structure métallique imposante au bord de la Seine. « 2 voitures sont déjà là, chuchota-t-il en pointant des véhicules garés près de l'entrée. Une Audi noire, celle de François, et une berline avec plaque diplomatique chinoise. Ils approchèrent discrètement, se dissimulant derrière des conteneurs. Par une fenêtre éclairée, ils pouvaient distinguer plusieurs silhouettes à l'intérieur du hangar. L'une d'elles, plus petite, ne pouvait être qu'Amélie. « Elle est vivante », souffla Laurent avec soulagement. « Mais comment l'approcher sans la mettre en danger ?» Victor observait attentivement la scène. 3 hommes asiatiques, François et la petite. François tient une mallette, probablement les données ou le prototype dont tu parlais. L'un des Chinois a une autre mallette. L'argent, sans doute. Et Amélie, comment semble-t-elle? Effrayée mais pas blessée, elle est assise à l'écart, surveillée par l'un des hommes. Laurent sentit la colère monter en lui. « Je vais entrer. »« Quoi? C'est de la folie !» protesta Victor. « François ne me fera pas de mal. Il a besoin que je reste en vie pour que son plan fonctionne. Il veut me faire porter le chapeau pour l'espionnage industriel. S'il disparaît avec les données et que je suis trouvé mort, toutes les suspicions se porteront immédiatement sur lui. » Victor réfléchit rapidement. « Tu as peut-être raison, mais je t'accompagne. Camille, vous restez ici. »« Non, » intervint-elle fermement. « J'y vais aussi. François me fait confiance. Je peux le distraire pendant que vous vous occupez d'Amélie. » Laurent et Victor échangèrent un regard. La détermination dans les yeux de Camille était sans équivoque. « D'accord, » concéda Laurent. « Mais au moindre signe de danger, tu recules. » Ils s'approchèrent de l'entrée du hangar. Laurent inspira profondément, puis poussa la porte d'un geste délibérément bruyant. Le petit groupe à l'intérieur se figea. François, élégant même dans cette situation, fut le premier à réagir. « Laurent !» Quelle surprise! Son sourire ne trahissait aucune panique, juste une légère contrariété. « Et Camille, je ne t'attendais que plus tard, ma chérie. »« Le jeu est terminé, François, » déclara Laurent d'une voix ferme. « Nous savons tout. Pour l'espionnage industriel, pour le détournement de fonds, et pour Amélie. » François jeta un regard vers la fillette qui observait la scène avec des yeux écarquillés.
Tu parles de cette petite mendiante? Elle fouinait trop. Elle nous a vus, mes associés et moi, lors d'une précédente rencontre. Je ne pouvais pas prendre de risques. Les hommes chinois s'étaient regroupés, visiblement mal à l'aise. Celui qui semblait être leur chef, probablement Jiang Wei, s'adressa à François en anglais. « Qu'est-ce que cela signifie, monsieur le roi? Vous nous aviez assuré la discrétion totale. » François balaya l'air d'un geste désinvolte. Un contretemps mineur, rien de plus. Laurent est seul, sans police. « Pas exactement, » intervint Victor, montrant discrètement sa vieille carte de police. Des agents encerclent le bâtiment en ce moment même. C'était un bluff, mais prononcé avec une telle assurance que même Laurent eut un doute. François hésita, puis reprit contenance. « Écoutez, nous pouvons tous obtenir ce que nous voulons. Laurent, tu veux la petite? Prends-la. Messieurs, vous voulez la technologie? Elle est dans cette mallette, authentique et complète. » Camille s'avança vers lui. « François, c'est fini. Rends-toi avant d'aggraver ton cas. » « Mon cas ?» Il eut un rire amer. « Ma chère Camille, tu es aussi impliquée que moi. Qui a fourni les codes du coffre-fort? Qui a suggéré à Laurent de signer ses contrats sans les lire attentivement? » Laurent vit la douleur traverser le visage de sa femme. « Elle a été manipulée, » dit-il fermement, « alors que toi, tu as agi en parfaite connaissance de cause. » François s'approcha d'Amélie et posa une main sur son épaule. La fillette tressaillit, mais resta silencieuse, ses yeux rivés sur Laurent. « Voilà ce que je propose, » annonça François. « Je vous laisse la petite. En échange, vous me donnez 30 minutes d'avance. Ensuite, faites ce que vous voulez. Appelez la police, alertez les services secrets, peu m'importe. Je serai déjà loin. » Laurent fit un pas en avant. « Et les données sensibles, le prototype ?»« Un juste prix pour ma liberté, » répondit François avec un sourire cynique. « Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas, Laurent ?» Un silence pesant s'installa. Laurent calculait rapidement ses options. Son regard croisa celui d'Amélie. La petite fille lui fit un imperceptible signe de tête, comme pour l'encourager à accepter l'offre. « D'accord, » dit-il finalement. 30 minutes. Mais Amélie vient avec nous maintenant. François hésita, puis fit un geste à l'homme qui surveillait la fillette. Celui-ci s'écarta, permettant à Amélie de se lever. Elle s'approcha lentement de Laurent, avec la prudence d'un animal méfiant. « Tout va bien, Amélie ?» la rassura Laurent en roumain, une des rares phrases qu'il connaissait dans cette langue. « Tu es en sécurité maintenant. » La fillette parvint enfin jusqu'à lui et s'accrocha à sa main comme à une bouée de sauvetage. Sa petite paume était glacée, mais sa poigne étonnamment ferme. « Voilà qui est réglé, » déclara François, en consultant sa montre. « Mon chronomètre commence maintenant. 30 minutes, Laurent, pas une de plus. » Laurent, Camille, Victor et Amélie reculèrent vers la sortie. Au moment de franchir la porte, Laurent se retourna une dernière fois. Une. « Chose encore, François. Quoi qu'il arrive, je reconstruirai ce que tu as essayé de détruire. Mon entreprise, ma vie. Et je veillerai personnellement à ce qu'Amélie et sa grand-mère ne manquent jamais de rien. » François eut un sourire énigmatique. « Toujours le grand seigneur, n'est-ce pas? C'est ce qui t'a rendu si facile à tromper. Ton arrogance, ta certitude que tout était dû. » Ces mots frappèrent Laurent comme une gifle. Était-ce vrai? Son succès l'avait-il rendu aveugle, arrogant? Il observa Camille, qui détournait le regard, et Amélie, qui le fixait avec une intensité troublante. Une fois dehors, Victor fit signe à ses amis policiers qui attendaient à distance. « Fini de jouer. Arrêtez-les tous, mais priorité à la sécurité de l'enfant et à la récupération des données. » Alors que les policiers se mettaient en mouvement, Laurent s'accroupit, face à Amélie. « Tu as été très courageuse, » lui dit-il doucement. « Comment te sens-tu ?»« J'ai eu peur, » admit-elle dans son français hésitant, « mais je savais que vous viendriez. Vous êtes un homme bon, monsieur, juste un peu perdu, comme je l'ai dit à ma grand-mère. » Laurent sourit, touché par cette sagesse enfantine. « Tu avais raison pour le plombier. Comment as-tu su qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être ?» Amélie haussa les épaules. Ses mains, elles étaient trop propres, trop douces pour un vrai plombier. Mon père était plombier à Bucarest. Ses mains étaient toujours rugueuses. Cette simple observation avait déclenché toute l'affaire. Laurent réalisa combien les adultes pouvaient être aveugles, au détail que les enfants, avec leur regard neuf sur le monde, remarquaient sans peine. « Et puis, ajouta Amélie, je l'ai vu avec d'autres hommes.
Ils parlèrent dans une langue que je ne comprenais pas. Ils échangèrent des papiers, des clés USB, ça semblait secret. Ces hommes, tu pourrais les reconnaître? Elle acquiesça. Certains sont là-dedans, dit-elle en pointant le hangar. D'autres, je les ai vus ailleurs. Victor, qui écoutait leur conversation, intervint. Cette petite pourrait être un témoin crucial, non seulement pour l'affaire d'espionnage industriel, mais peut-être pour d'autres opérations similaires. L'opération policière se déroula avec une efficacité silencieuse. Les agents encerclèrent le hangar et appréhendèrent François et ses complices chinois sans la moindre effusion de violence. La mallette contenant le prototype M-Quantum fut récupérée intacte, au grand soulagement de Laurent. En moins d'une heure, l'affaire prenait un tour officiel. Avec l'arrivée d'agents de la DGSI, les services de renseignement intérieur français, alertés par la dimension d'espionnage industriel et la présence de ressortissants étrangers. Dans Ejma, un bureau improvisé au commissariat du 17e arrondissement, Laurent observait Amélie à travers une vitre sans teint. La fillette répondait aux questions d'une psychologue spécialisée dans les auditions d'enfants avec une précision et un calme remarquables pour son âge. À ses côtés, Irina Vasilescu tenait la main de sa petite fille, ses yeux encore rougis par les larmes de soulagement. « Elle est extraordinaire », murmura Laurent à Victor. « Sans elle, je n'aurais jamais découvert la vérité. » Le détective acquiesça. « Les enfants voient souvent ce que nous choisissons d'ignorer, et celle-ci a manifestement une intelligence hors du commun. » Un officier de la DGSI, qui s'était présenté sous le nom de Delorme, s'approcha d'eux. « Monsieur Mercier, nous aurons besoin de votre déposition complète concernant les activités de François Leroy au sein de votre entreprise. L'affaire prend une dimension d'atteinte à la sécurité nationale. »« Je comprends, » répondit Laurent. « Vous l'aurez dès demain matin. Pour l'instant, je souhaiterais m'assurer que Madame Vasilescu et sa petite-fille soient convenablement installées pour la nuit. Leur appartement est trop facilement localisable si d'autres complices de François sont encore en liberté. » Delorme hocha la tête. « Nous avons prévu un hébergement sécurisé, mais votre préoccupation est notée. » À cet instant, la porte s'ouvrit sur Camille, qui revenait de son propre interrogatoire. Son visage était pâle, ses traits tirés. Elle s'assit lourdement sur une chaise à l'écart, évitant le regard de Laurent. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda Laurent à Delorme, désignant discrètement son épouse. « Pour l'instant, elle est considérée comme témoin clé, pas comme suspecte. Sa coopération immédiate joue en sa faveur, ainsi que le fait qu'elle semble avoir été manipulée. Mais l'enquête déterminera son degré réel d'implication. » Laurent sentit un mélange de soulagement et d'amertume. Malgré la trahison, il ne souhaitait pas voir Camille derrière les barreaux, mais leur mariage, lui, était définitivement terminé. « Puis-je m'entretenir avec François ?» demanda-t-il soudain. Delorme parut surpris. « C'est inhabituel, mais, étant donné les circonstances, je vais voir ce que je peux faire. » 20 minutes plus tard, Laurent se retrouvait face à François dans une salle d'interrogatoire austère. Le directeur financier avait perdu de sa superbe. Sa chemise était froissée, sa cravate desserrée, et une ombre de barbe assombrissait son menton. Pourtant, il gardait cette assurance tranquille qui l'avait toujours caractérisé. « Laurent, » dit-il avec un sourire las, « je suppose que tu viens savourer ta victoire. »« Je viens comprendre, » répondit simplement Laurent en s'asseyant face. « À lui. Pourquoi, François ? L'argent, tu étais déjà l'un des cadres les mieux payés de France. » François eut un rire sans joie. « L'argent n'est qu'un moyen, pas une fin. Ce que je voulais, c'était la reconnaissance, être enfin à ma juste place. » Ta juste place ? Regarde-toi, Laurent, fils de bonne famille, polytechnicien, héritier. D'une fortune déjà confortable, avant même de créer ton entreprise. Tout a toujours été servi sur un plateau d'argent. La voix de François se teinta d'amertume. Moi, j'ai dû me battre pour chaque centimètre parcouru. Faux diplôme, oui, parce que les portes des grandes écoles étaient fermées au fils d'un ouvrier immigré, malgré ses capacités intellectuelles. Laurent observait cet homme qu'il croyait connaître, réalisant combien il s'était trompé. Donc tout ceci était une revanche sociale, une question d'ego blessé? Simpliste, mais pas entièrement faux, concéda François. J'ai construit ta success story financière, Laurent. C'est moi qui ai restructuré l'entreprise quand elle frôlait la faillite il y a 4 ans. Moi qui ai négocié les contrats internationaux que tu te contentais de signer.
Pendant que tu paradais dans les galas de charité et les conseils d'administration, je faisais le vrai travail. » Ces accusations touchèrent Laurent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait une part de vérité dans les reproches de François. Et Camille, faisait-elle partie de ta vengeance également? Une expression complexe traversa le visage de François. Regret, tendresse, calcul. Camille était une surprise. Je l'ai approchée par stratégie, c'est vrai. Mais ce qui s'est développé entre nous était réel, du moins pour moi. Elle pense que tu l'as manipulée, utilisée pour atteindre tes objectifs. François haussa les épaules. Nous nous utilisons, tous mutuellement, d'une façon ou d'une autre. Tu l'as utilisée comme trophée social, comme la parfaite épouse du grand patron. Moi, je l'ai écoutée, vraiment écoutée. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'intéressait à ses rêves, à ses frustrations. Ces mots frappèrent Laurent comme autant de coups. Avait-il vraiment négligé Camille à ce point? L'avait-il réduite à un rôle de façade dans sa vie parfaitement orchestrée? Et la petite, Amélie, quel danger représentait-elle pour justifier un enlèvement? Le visage de François se durcit. Cette gamine n'est pas l'innocente que tu crois. Elle rôdait autour de ta maison depuis des mois, observant, écoutant. Elle m'a surpris lors d'une rencontre avec mes contacts chinois, près de votre résidence. J'ai d'abord pensé qu'elle était trop jeune pour comprendre, mais quand elle a commencé à te parler du plombier, il secoua la tête. Je ne pouvais pas prendre de risque. Elle a 10 ans, François, répliqua Laurent avec dégoût. Une enfant. Et tu l'aurais laissée aux mains de tes complices? Bien sûr que non. Une fois la transaction terminée et ma nouvelle vie commencée, j'aurais fait en sorte qu'elle soit retrouvée, saine et sauve. Laurent doutait fortement de cette affirmation, mais il décida de changer de sujet. Les autorités ont saisi le prototype et récupéré les données. Ton plan a échoué. François sourit avec une sérénité déconcertante. Ce prototype n'était qu'une partie du plan, Laurent. Une diversion, en quelque sorte. Que veux-tu dire? Pendant que tu te concentrais sur la récupération du M-Quantum, d'autres transferts se sont opérés, d'autres technologies, peut-être moins spectaculaires mais tout aussi stratégiques, ont déjà traversé les frontières. Laurent sentit un frisson glacé parcourir son échine. Tu mens. Vraiment? Vérifie les serveurs de développement de l'unité de recherche bioélectronique. Les algorithmes d'interface neuronale que vous développez en partenariat avec le CNRS. Vois s'ils sont toujours intacts. Laurent se leva brusquement, prêt à quitter la pièce pour vérifier cette information. Mais François le retint par une dernière remarque. Une chose encore, Laurent. Tu crois avoir tout découvert, mais tu n'as fait qu'effleurer la surface. Demande-toi pourquoi j'ai pu opérer si longtemps sans éveiller de soupçons. Demande-toi qui d'autre, au sein même de ton entreprise, pourrait avoir intérêt à sa chute. Sur ces paroles énigmatiques, François se renfonça dans sa chaise, signifiant que l'entretien était terminé de son côté. Laurent sortit, l'esprit en ébullition, et fut immédiatement rejoint par Victor. « Alors ?» demanda le détective. « Il prétend que le prototype n'était qu'une diversion, que d'autres technologies ont déjà été compromises. » Victor fronça les sourcils. « Possible ? Les espions industriels travaillent rarement seuls. Ils pourraient avoir des complices au sein même de Mercier Innovation. » Cette perspective était terrifiante. Qui d'autre Laurent avait-il involontairement invité dans son cercle de confiance? Combien de François Leroy se cachaient encore, attendant leur heure? Delorme s'approcha d'eux, le visage grave. « Monsieur Mercier, nous venons de recevoir des informations préliminaires concernant les comptes offshore identifiés. Les sommes, mais Sansi, détournées sont considérables, bien plus que vos premières estimations. Combien? Près de 12 millions d'euros au total. Et ce qui est plus troublant, certains virements proviennent de comptes nécessitant une double signature, la vôtre et celle d'un autre administrateur. » Laurent blêmit. « C'est impossible. Je n'ai jamais autorisé ces transferts. » Votre signature électronique apparaît pourtant sur tous les documents. Elle a été falsifiée, évidemment. Delorme acquiesça. Probablement. Mais cela soulève une question importante. Qui, au sein de votre conseil d'administration, possède le niveau d'autorisation nécessaire pour ces opérations? La liste était courte. Outre François, seuls 3 autres administrateurs disposaient de ce privilège. Parmi eux, Jacques Pelletier, son plus ancien ami et associé, celui-là même avec qui Camille et lui devaient dîner ce soir. Comme s'il lisait dans ses pensées, Victor murmura «
Tu penses à quelqu'un en particulier? Une intuition, rien. De plus? Laurent se tourna vers Delorme. J'aimerais accéder à mon ordinateur professionnel. Je dois vérifier certaines informations. Pendant que les agents s'affairaient à lui procurer un accès sécurisé, Laurent s'approcha d'Amélie et d'Irina qui attendaient dans un espace réservé aux témoins. La fillette semblait fatiguée, mais soulagée. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-il doucement. « Mieux, » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais j'ai peur que les méchants hommes reviennent. »« Ils ne reviendront pas, » la rassura Laurent. « Les policiers veillent sur vous, et moi aussi désormais. » Irina le remercia avec émotion. « Sans vous, monsieur Mercier, je n'ose imaginer ce qui serait arrivé. »« C'est plutôt moi qui vous dois tout, » répondit-il en posant délicatement sa main sur l'épaule d'Amélie. « Sans le courage de votre petite fille, j'aurais continué à vivre dans l'illusion. » Il remarqua alors que Camille les observait à distance, une expression indéchiffrable sur le visage. Leurs regards se croisèrent, brièvement avant qu'elle ne détourne les yeux. Un agent vint informer Laurent qu'un ordinateur sécurisé était à sa disposition. Il s'installa dans un bureau isolé et se connecta au réseau de Mercier Innovation grâce à ses codes personnels. Ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes. Les serveurs de l'unité bioélectronique avaient effectivement été compromis. Des téraoctets de données avaient été extraits au cours des dernières semaines via une connexion autorisée avec les identifiants de Jacques Pelletier. « Jacques » murmura Laurent, incrédule. « Depuis combien de temps ?» Victor, qui observait l'écran par-dessus son épaule, siffla entre ses dents. « Ton ami est impliqué ?»« Apparemment. Mais pourquoi? Il est déjà riche, respecté. Nous avons fondé cette entreprise ensemble il y a 20 ans. L'argent, le pouvoir, la jalousie, les motivations humaines sont rarement simples, philosopha Victor. Tu devrais informer Delorme immédiatement. » Laurent s'apprêtait à le faire quand son téléphone vibra. Un message de Jacques lui-même. « Laurent, où es-tu? Nous vous attendons avec Camille pour le dîner. Tout va bien? » Un piège? Une coïncidence? Ou Jacques ignorait-il que son implication avait été découverte? Laurent montra le message à Victor. « Je dois le rencontrer. C'est la seule façon de comprendre. »« Trop risqué, » objecta le détective. « Laisse les autorités s'en charger. »« Non. Jacques est mon ami depuis 30 ans. Je veux l'entendre de sa bouche. Je lui dois au moins ça. » Après un vif débat, un compromis fut trouvé. Laurent irait au dîner, mais accompagné discrètement par Victor et 2 agents en civil. Delorme, réticent mais pragmatique, donna son accord à condition que Laurent porte un dispositif d'enregistrement. Avant de partir, Laurent s'assura qu'Amélie et sa grand-mère seraient conduites dans un lieu sûr pour la nuit. Il promit de les retrouver le lendemain. « Soyez prudent, monsieur », lui dit Amélie en lui serrant la main. « Les mensonges sont parfois difficiles à voir, même quand ils sont juste devant nos yeux. » La résidence des Pelletier se dressait majestueusement dans le quartier huppé de Saint-Cloud, offrant une vue imprenable sur Paris illuminé. Le vaste salon aux boiseries anciennes était plongé dans une ambiance feutrée, éclairé par les chandelles d'un dîner qui n'avait jamais commencé. Jacques Pelletier, silhouette élancée aux tempes grisonnantes, accueillit Laurent avec une accolade chaleureuse qui semblait parfaitement sincère. « Laurent, enfin, nous commencions à nous inquiéter sérieusement, » s'exclama-t-il avant de remarquer l'absence de Camille. « Ta femme n'est pas avec toi ?»« Camille ne viendra pas, » répondit Laurent d'une voix qu'il s'efforçait de garder neutre. « Nous traversons une période difficile. » Hélène Pelletier, épouse de Jacques et amie de longue date du couple Mercier, s'approcha avec une expression de sympathie. « Je suis désolé, Laurent. Puis-je faire quelque chose ?»« Merci, Hélène. Mais c'est compliqué, et je crains que cette soirée ne le devienne également. » Jacques fronça les sourcils, son regard passant de Laurent aux fenêtres, comme s'il y cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Que se passe-t-il exactement? Tu sembles tendu. » Laurent observait attentivement chaque micro-expression sur le visage de son vieil ami, cherchant des signes de duplicité. Le dispositif d'enregistrement dissimulé sous sa chemise lui rappelait l'enjeu de cette confrontation. « Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, Jacques. François Leroy a été arrêté. » Un éclair passa dans les yeux de Pelletier, surprise, inquiétude, avant qu'il ne compose une expression appropriée. « Arrêté? Notre directeur financier? Pour quel motif ?»
espionnage industriel, détournement, de fonds, enlèvement. Laurent énumérait les charges d'une voix monocorde, scrutant chaque réaction. Il vendait nos technologies les plus sensibles à des concurrents étrangers. Hélène porta une main à sa bouche, visiblement choquée. « Mon Dieu, c'est terrible. Comment l'as-tu découvert ?»« Une fillette de 10 ans, répondit Laurent avec un sourire sans joie. Une petite Roumaine qui a remarqué que François se déguisait en plombier pour entrer chez moi en mon absence. Elle m'a mis en garde. Jacques s'était dirigé vers le bar et se servait généreusement de whisky. Sa main tremblait légèrement. Incroyable, on ne peut vraiment faire confiance à personne de nos jours. En effet, acquiesça Laurent. D'ailleurs, François prétend qu'il n'agissait pas seul, que d'autres personnes au sein même de l'entreprise étaient impliquées. Le verre de Jacques s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Des accusations désespérées d'un homme qui tente de minimiser sa responsabilité, j'imagine. Peut-être, ou peut-être pas. Laurent fit quelques pas dans le salon, s'arrêtant devant une photographie encadrée qui les montrait tous deux, 20 ans plus tôt, lors de l'inauguration de leur première usine. Les autorités ont découvert que certains transferts nécessitaient une double signature électronique, la mienne et celle d'un administrateur. Un silence pesant s'installa. Hélène regardait alternativement les deux hommes, commençant visiblement à comprendre la tension qui s'était installée. « Tu ne penses quand même pas », commença Jacques. « Les logs informatiques ne mentent pas, coupa Laurent. Ton identifiant a été utilisé pour accéder au serveur de l'unité bioélectronique. Des téraoctets de données ont été extraits. » Jacques reposa son verre, son visage perdant soudain toute couleur. « C'est ridicule. N'importe qui aurait pu utiliser mon identifiant. François connaissait tous les codes. Possible. Mais il y a aussi ces virements vers des comptes aux Bahamas. Des comptes reliés à une société dont le bénéficiaire effectif est un certain James Peterson. Curieusement, James Peterson était ton pseudonyme quand nous jouions au poker à Polytechnique. Tu t'en souviens ? Le masque de cordialité de Jacques se fissura complètement. Ses épaules s'affaissèrent et un rire amer s'échappa de ses lèvres. Tu as toujours été méticuleux, Laurent, trop intelligent pour ton propre bien. Hélène s'était reculée, horrifiée. Jacques, qu'est-ce que ça signifie ? Dis-moi, que ce n'est pas vrai. Tais-toi, aboya-t-il, révélant une brutalité que Laurent ne lui connaissait pas. Puis, se tournant vers son ami de toujours, tu veux savoir pourquoi, vraiment ? J'aimerais comprendre, oui. Jacques se laissa tomber dans un fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. Tu ne m'as jamais vraiment vu, n'est-ce pas ? Depuis le début, j'étais l'associé dans l'ombre, celui qui travaillait sans relâche pendant que tu devenais le visage public de l'entreprise. Laurent Mercier, le génie de l'innovation, qui se souvenait que nous étions 2 fondateurs. C'était ton choix, protesta Laurent. Tu as toujours préféré rester en retrait médiatiquement. Mon choix ? Vraiment ? Jacques eut un rire sans joie. Ou la conséquence naturelle de ta personnalité écrasante. Tu entrais dans une pièce et tu captais toute la lumière, toute l'attention. Les investisseurs ne juraient que par toi, les journalistes ne voulaient interviewer que toi. Laurent secouait la tête incrédule. Nous avons bâti cette entreprise ensemble. Tu as toujours eu autant de part que moi, autant de pouvoir décisionnel. Le pouvoir. Tu parles du pouvoir. Quand as-tu écouté mon avis pour la dernière fois ? Quand as-tu validé une de mes initiatives stratégiques ? Jacques se leva, animé d'une énergie nouvelle, celle du ressentiment longtemps contenu. Il y a 5 ans, j'ai proposé de diversifier nos activités vers la biotechnologie. Tu as balayé l'idée d'un revers de main. 2 ans plus tard, tu annonçais fièrement le lancement de notre division biotech, présentant l'idée comme la tienne. Cette accusation frappa Laurent. Il se souvenait effectivement de cette discussion, mais pas de l'avoir rejetée si catégoriquement. S'était-il vraiment approprié l'idée de Jacques ? Et puis il y a eu l'acquisition de Neuratech, poursuivit Jacques, implacable. Une pépite que j'avais identifiée, courtisée pendant des mois. Au moment de signer, qui était sur la photo ? Dans les échos ? Qui recevait les félicitations du ministre ? Toi, toujours toi. Hélène, qui s'était servi un verre pour se donner contenance, intervint d'une voix tremblante. Jacques, ça ne justifie pas ce que tu as fait. Oh, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ma chérie, répondit-il avec amertume. Pendant que monsieur se pavanait dans les galas, recevait les médailles et les honneurs,
pendant qu'il bâtissait sa réputation de patron modèle, de visionnaire, de philanthrope. Savais-tu qu'il me traitait comme un simple exécutant lors des réunions de direction? Que mes rapports étaient systématiquement relégués en fin d'ordre du jour? Que mes équipes voyaient leur budget rogné au profit des projets qu'ils soutenaient? Laurent écoutait, stupéfait. Était-ce vraiment ainsi que Jacques percevait leur collaboration? Avait-il été si aveugle, si centré sur lui-même, qu'il n'avait pas remarqué la souffrance de son ami? « Jacques, dit-il finalement, si c'est vraiment ce que tu ressentais, pourquoi ne pas m'en avoir parlé directement? » « Te parler ?» Jacques éclata d'un rire amer. « J'ai essayé, des dizaines de fois, mais tu n'écoutais jamais, Laurent. Tu acquiesçais poliment, puis tu continuais exactement comme avant, comme si mes préoccupations n'étaient que des bruits de fond insignifiants. » Une image troublante se forma dans l'esprit de Laurent. Lui-même, absorbé par ses projets, hochant distraitement la tête pendant que Jacques tentait d'exprimer son malaise. Cette même attitude, qui réalisait-il maintenant, avait probablement contribué à l'éloignement de Camille. « Alors tu as décidé de te venger, » conclut-il tristement, « de détruire ce que nous avions construit ensemble. »« Non. » La véhémence de Jacques surprit tout le monde. « Je ne voulais pas détruire l'entreprise, je voulais juste ma part, ma reconnaissance. Cette technologie que j'ai contribué à développer et qui porte ton nom, le processeur M-Quantum, les interfaces neuronales, j'en suis autant l'architecte que toi. J'ai simplement décidé de les monnayer directement, puisque je n'en recevais jamais le crédit. En les vendant à nos concurrents, en trahissant tout ce que nous défendions, Jacques haussa les épaules. Affaires sont affaires. Tech Future était prêt à payer une fortune pour nos avancées, et il m'offrait un poste de direction, avec la reconnaissance qui l'accompagne. Et François, comment l'as-tu impliqué? Dans tout ça. C'est lui qui est venu à moi en réalité. Jacques se resservit un verre comme si la conversation était désormais banale. Il avait déjà commencé ses petits détournements de fonds quand il a remarqué que je m'intéressais d'un peu trop près aux serveurs sécurisés. Au lieu de me dénoncer, il m'a proposé une alliance. Il avait les compétences financières, j'avais l'accès technologique. Ensemble, nous pouvions maximiser nos gains. Laurent secouait la tête, assimilant l'ampleur de la trahison. Et Camille, était-elle aussi dans la confidence? Camille? Jacques parut sincèrement surpris. Non, bien sûr que non. François la manipulait, c'est évident. Il avait besoin d'elle pour accéder à certains documents chez toi. Mais elle n'était pas consciente du plan global. Cette confirmation, au moins, apportait un léger soulagement à Laurent. Camille avait été infidèle, certainement, mais pas complice de haute trahison. « Et maintenant » demanda Jacques, soudain résigné. « Les flics attendent dehors, j'imagine. » Laurent acquiesça lentement. « Je suis désolé, Jacques. Vraiment désolé de n'avoir pas vu ta souffrance, de t'avoir fait sentir invisible. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas le couvrir. » Jacques eut un sourire triste. « Je ne te le demande pas. Étrangement, je me sens presque soulagé. Porter ce ressentiment pendant des années était devenu épuisant. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit, laissant entrer Victor et 2 agents de la DGSI. Jacques ne résista pas quand ils lui passèrent les menottes. Hélène, effondrée sur le canapé, pleurait silencieusement. « Une dernière chose, » dit Jacques avant d'être emmené. « La petite fille, celle qui a tout déclenché, elle n'était pas qu'un témoin fortuit. » Laurent fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle se trouvait précisément devant chez toi chaque matin? Pourquoi elle observait si attentivement? François pensait qu'elle était peut-être liée à un service de contre-espionnage. Moi, j'ai une autre théorie. » « Laquelle? Demande-lui comment s'appelait son père et ce qu'il faisait réellement avant de quitter la Roumanie. Tu pourrais avoir des surprises. » Sur ces paroles énigmatiques, Jacques fut conduit à l'extérieur. Laurent resta immobile au milieu du salon, l'esprit tournoyant de questions sans réponse. Il s'approcha doucement d'Hélène et posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis navré que tu doives traverser cette épreuve, » dit-il doucement. « Si je peux faire quoi que ce soit ?» Elle leva vers lui un visage ravagé par les larmes. « Tu sais ce qui est le plus terrible, Laurent? Une partie de moi a toujours su que Jacques souffrait de ton ombre. Je le voyais rentrer frustré après. Vos réunions ruminaient pendant des heures. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'il irait si loin. L'amertume est un poison qui se distille lentement, » murmura Laurent,
pensant aussi à sa propre situation avec Camille. Nous ne voyons pas toujours la souffrance de ceux que nous aimons, même quand elle est juste devant nos yeux. Il prit congé d'Hélène, promettant de rester en contact et de faire tout son possible pour lui épargner l'humiliation publique. Dehors, Victor l'attendait près de la voiture. « Tout est enregistré », confirma le détective. « Ça devrait suffire pour les poursuites. François et Jacques vont passer un long moment à l'ombre. » Laurent acquiesça distraitement, son esprit déjà ailleurs. « Je dois voir Amélie ce soir. »« Il est presque minuit, » objecta Victor. « Elle doit dormir. Ça peut attendre demain. » Non. Les paroles de Jacques. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Malgré l'heure tardive, ils se rendirent à l'hôtel où Amélie et sa grand-mère avaient été installées sous protection policière. La fillette ne dormait pas. Assise sur le lit, elle dessinait avec application sur un carnet fourni par les services sociaux. « Monsieur Mercier », dit-elle en levant les yeux, nullement surprise de le voir apparaître si tard. « Vous avez l'air fatigué. »« Bonsoir, Amélie. Je suis désolé de te déranger à cette heure, mais j'ai quelques questions importantes à te poser. » Irina, qui somnolait dans un fauteuil, se redressa, soudain alerte. « Est-ce vraiment nécessaire ? Elle a vécu assez d'émotions pour aujourd'hui. »« C'est important, Madame Vasilescu. Il s'agit de votre sécurité à toutes les deux. » Laurent s'assit au bord du lit, à distance respectueuse d'Amélie. « Peux-tu me parler de ton père ? Quel était son nom ? Que faisait-il en Roumanie ?» La fillette échangea un regard avec sa grand-mère, qui hocha imperceptiblement la tête. « Il s'appelait Mihail Vasilescu. Il était plombier, comme je vous l'ai dit. »« Seulement plombier ?» insista doucement Laurent. Amélie hésita, puis ferma son carnet de dessin. Non, c'était sa couverture. En réalité, il travaillait pour la SRI, les services de renseignement roumains, dans la division de contre-espionnage industriel. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit, qui avait tout changé. Le printemps parisien déployait ses charmes sur la capitale, habillant les jardins du Luxembourg d'une palette de couleurs vives. Assis sur un banc, Laurent observait Amélie qui nourrissait les canards avec Irina. La fillette avait retrouvé l'insouciance propre à son âge, riant aux éclats chaque fois qu'un oiseau particulièrement gourmand s'approchait trop près. L'histoire de Mihail Vasilescu s'était révélée aussi fascinante que tragique. Agent des services secrets roumains spécialisé dans le contre-espionnage industriel, il avait infiltré un réseau d'espions économiques opérant entre l'Europe de l'Est et la France. Lorsque sa couverture avait été découverte, il avait été contraint de fuir précipitamment avec sa fille et sa mère, trouvant refuge à Paris sous de fausses identités. Mais ses anciens adversaires l'avaient retrouvé et Mihail avait succombé dans ce que les autorités avaient qualifié d'accident de voiture. Un accident dont Amélie et Irina avaient miraculeusement réchappé. La fillette avait hérité de l'instinct d'observation de son père. Quand elle avait remarqué les allées et venues suspectes autour de la résidence des Mercier, quelque chose s'était éveillé en elle. Cette même intuition qui avait fait de son père un agent remarquable. Sans le savoir, elle avait poursuivi le travail qu'il avait commencé, démasquant un réseau d'espionnage industriel bien plus vaste que celui que François et Jacques avaient mis en place. Car les révélations ne s'étaient pas arrêtées. Là, l'enquête approfondie menée par la DGSI avait permis de remonter jusqu'à un réseau international impliquant des agents dormants dans plusieurs grandes entreprises françaises. Tech Future n'était que la partie visible de l'iceberg, servant de façade à une opération d'intelligence économique orchestrée par plusieurs puissances étrangères. « À quoi pensez-vous, monsieur Mercier ?» La voix d'Amélie le tira de ses réflexions. Elle se tenait devant lui, son visage illuminé par ce sourire qui avait le don de réchauffer le cœur de Laurent. « À tout le chemin parcouru depuis notre première rencontre, » répondit-il en lui faisant une place sur le banc. « Et je t'ai déjà dit de m'appeler Laurent. Grand-mère dit que c'est impoli d'appeler les adultes par leur prénom, » répliqua-t-elle avec cette gravité qui la caractérisait parfois. Laurent sourit. « Ta grand-mère a raison en général. Mais nous sommes une famille maintenant, non ?» Le processus d'adoption était presque finalisé. Après plusieurs mois de procédures administratives complexes, Laurent était sur le point de devenir officiellement le tuteur légal d'Amélie, avec Irina comme co-tutrice.
La décision n'avait pas été facile à prendre. Un homme seul, fraîchement divorcé, à la tête d'une entreprise exigeante. Mais elle s'était imposée comme une évidence au fil des semaines. Oui, nous sommes une famille, confirma Amélie en glissant sa petite main dans celle de Laurent. Et la fondation aussi, c'est comme une grande famille. La fondation Mihail Vassilescu, créée par Laurent pour venir en aide aux enfants immigrés en situation précaire, avait pris une ampleur inattendue. Ce qui avait commencé comme un projet modeste était devenu une organisation reconnue, offrant hébergement, scolarisation et soutien psychologique à des dizaines d'enfants comme Amélie. La vaste demeure de Neuilly, autrefois symbole de la réussite matérielle de Laurent, abritait désormais le siège de la fondation ainsi que plusieurs familles en transition. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda Laurent alors, qu'Irina les rejoignait portant un sachet de pain vide. « Bien, j'ai eu 18 en mathématiques, » répondit Amélie avec une fierté contenue. « Et Madame Dubois dit que mon français s'améliore beaucoup. Elle est première de sa classe, » ajouta Irina dont le français s'était également considérablement amélioré. « Les professeurs disent qu'elle pourrait sauter une classe l'année prochaine. » Laurent n'était pas surpris. L'intelligence d'Amélie, déjà remarquable dans des circonstances difficiles, s'épanouissait désormais dans un environnement stable et stimulant. Son téléphone vibra. Un message de Victor. RDV confirmé à 16 h avec la juge d'instruction. Dernière audition avant le procès. Le procès de François et Jacques approchait. Les deux hommes, incarcérés depuis leur arrestation, avaient tenté diverses manœuvres pour retarder l'échéance, mais la justice suivait son cours. Les preuves étaient accablantes, renforcées par les aveux complets de François, qui espérait une réduction de peine en échange de sa coopération pour démanteler le réseau international. « Tu dois partir » demanda Amélie, remarquant son expression. « Bientôt. J'ai une réunion importante au tribunal » confirma Laurent. « Mais j'ai encore le temps de vous raccompagner à la maison. » La maison était désormais un appartement spacieux dans le Marais où Laurent vivait avec Amélie et Irina. Il avait vendu la résidence de Neuilly à la Fondation pour une somme symbolique, préférant un cadre de vie plus chaleureux et moins chargé de souvenirs douloureux. Alors qu'ils traversèrent le jardin du Luxembourg, Laurent aperçut une silhouette familière qui s'approchait. Camille, élégante dans un tailleur pantalon beige, marchait vers eux d'un pas hésitant. Depuis leur divorce, finalisé 3 mois plus tôt, leur rencontre était rare et empreinte d'une politesse distante. « Bonjour Laurent » dit-elle, en s'arrêtant à quelques pas. « Bonjour Amélie, Madame Vassilescu. »« Bonjour Madame » répondit poliment Amélie qui avait rencontré l'ex-épouse de Laurent à plusieurs reprises lors des procédures judiciaires. « Je peux te parler un instant » demanda Camille à Laurent. « En privé. » Il acquiesça, demandant à Amélie et Irina de l'attendre près de la sortie du parc. Une fois seul, un silence gêné s'installa entre les ex-époux. « Tu as l'air bien » dit finalement Camille. « Différent, mais bien. » C'était vrai. Laurent avait changé, non seulement dans son apparence, barbe de 3 jours, vêtements plus décontractés, mais surtout dans son attitude. La rigidité qui le caractérisait autrefois avait cédé la place à une présence plus détendue, plus authentique. « Toi aussi » répondit-il sincèrement. « Comment se passe ton nouveau travail ?» Après le scandale, Camille avait quitté le milieu des relations publiques pour se reconvertir dans l'enseignement. Une passion qu'elle avait abandonnée au début de leur mariage. Étonnamment bien. Les adolescents sont épuisants, mais tellement stimulants. Je me sens utile pour la première fois depuis longtemps. Laurent sourit. Je suis heureux pour toi, Camille. Vraiment. Elle hocha la tête, émue par sa sincérité. J'ai appris pour l'adoption d'Amélie. C'est officiel maintenant? Presque. Les derniers papiers devraient être signés la semaine prochaine. Tu feras un bon père, Laurent. Tu as toujours eu cette capacité à prendre soin des autres, même si parfois tu ne savais pas comment l'exprimer. Cette remarque toucha Laurent plus qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant des mois après leur séparation, il s'était interrogé sur ses responsabilités dans l'échec de leur mariage. S'il avait été plus attentif, plus présent émotionnellement, Camille aurait-elle succombé aux manipulations de François? J'aurais dû être un meilleur mari, admit-il doucement. Plus à l'écoute, plus conscient de tes besoins. Et j'aurais dû être plus honnête sur mes frustrations, au lieu de les enterrer jusqu'à ce qu'elles explosent.
Camille soupira. Nous avons tous les deux nos responsabilités dans ce qui s'est passé. Ils marchèrent côte à côte pendant quelques instants, dans un silence plus confortable qu'auparavant. « En fait, » reprit Camille, « je voulais te voir pour autre chose. J'ai reçu une convocation pour témoigner au procès la semaine prochaine. »« Je sais, mon avocat m'en a informé. »« Je voulais que tu saches que je vais dire toute la vérité. Sur mon implication, sur ma relation avec François, sur tout. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne cherche pas d'excuses ou de circonstances atténuantes. J'assume mes actes. » Laurent fut touché par cette détermination. « C'est courageux de ta part, mais tu n'étais pas au courant de l'espionnage. »« Industriel, n'est-ce pas ?»« Non, je te le jure, j'étais aveuglé par mes émotions, par le ressentiment, mais jamais je n'aurais participé sciemment à trahir l'entreprise. » Il acquiesça sentant qu'un poids se levait de ses épaules. Une partie de lui avait toujours voulu croire en l'innocence de Camille sur ce point précis. « Après le procès, continua-t-elle, je quitterai Paris. J'ai accepté un poste dans un lycée international à Montpellier. Un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux. C'est une bonne décision, approuva Laurent. Tu mérites cette nouvelle chance. » Ils étaient arrivés près de la sortie où Amélie et Irina attendaient. La fillette observait leur interaction avec cette perspicacité qui la caractérisait. « Prends soin de toi, Laurent, » dit Camille en lui serrant brièvement la main. « Et de ta nouvelle famille. Toi aussi, Camille. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais. » Elle sourit, un sourire sincère qui rappela à Laurent la jeune femme dont il était tombé amoureux 20 ans plus tôt. « Au revoir, Laurent. » La regarda s'éloigner, ressentant non pas la douleur aiguë des premiers mois, mais une douce mélancolie teintée d'acceptation. Certaines histoires n'étaient pas destinées à durer éternellement, et c'était peut-être mieux ainsi. Elle semble triste, commenta Amélie lorsqu'il les rejoignit, mais moins en colère qu'avant. Tu as raison, confirma Laurent, toujours impressionné par la justesse des observations de la fillette. Elle commence une nouvelle vie, comme nous. Ils rentrèrent à pied vers leur appartement, profitant de la douceur printanière. En chemin, Laurent reçut un appel de sa nouvelle directrice financière, Claire Fontaine, une femme brillante qu'il avait recrutée pour remplacer François. Sous sa direction, Mercier Innovation avait non seulement survécu au scandale, mais s'était réinventé, adoptant une gouvernance plus transparente et des pratiques éthiques rigoureuses. « Excellente nouvelle », annonça Claire. « Le partenariat avec l'Université de Strasbourg est signé. Notre programme de bourse pour jeunes chercheurs peut démarrer dès la rentrée prochaine. » « Parfait, et pour la levée de fonds ?» Les investisseurs sont enthousiastes. Ta nouvelle approche de leadership a complètement transformé l'image de l'entreprise. On est sursouscrit à 120%. Laurent sourit. L'ironie ne lui échappait pas. C'est en abandonnant sa quête obsessionnelle de succès qu'il avait finalement trouvé une réussite plus profonde, plus significative. Après avoir accompagné Amélie et Irina à l'appartement, il se dirigea vers le palais de justice où Victor l'attendait. L'ancien policier, devenu un ami proche, l'accueillit sur les marches de l'imposant édifice. « Prêt pour la dernière ligne droite ?» demanda Victor. « Aussi près qu'on peut l'être, » répondit Laurent en gravissant les marches. « Plus vite ce sera terminé, mieux ce sera pour tout le monde. » L'audience dura près de 3 heures, pendant lesquelles Laurent dut revivre les événements douloureux de ces 6 derniers mois. La juge d'instruction, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, l'interrogea méticuleusement sur chaque détail de l'affaire. Lorsqu'ils émergèrent enfin dans la lumière déclinante du jour, Laurent se sentait épuisé mais étrangement léger. « C'est presque fini », murmura-t-il. « Tu as été remarquable », le félicita Victor. « Clair, précis, sans animosité excessive. Le jury appréciera. » Ils marchèrent en silence jusqu'à une terrasse de café où ils s'installèrent pour un apéritif. Bien mérité. « Tu sais, » dit Victor après leur première gorgée, « quand tu m'as appelé cette nuit-là, je pensais qu'il s'agirait d'une simple affaire d'adultère. Je n'aurais jamais imaginé où tout cela nous mènerait. » Laurent sourit. « La vie réserve parfois d'étranges surprises. Sans cette trahison, je serais probablement resté enfermé dans ma tour d'ivoire, ignorant du monde réel, de mes propres failles. Et sans Amélie. Sans Amélie, je serais encore aveugle. Cet enfant a changé ma vie de façon que je commence à peine à comprendre. » Ils trinquèrent à cette pensée, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris. Dans quelques heures, Laurent retrouverait Amélie et Irina pour le dîner.
Ils partageraient leurs journées respectives, riraient ensemble, construiraient patiemment cette nouvelle famille improbable mais précieuse. Plus tard, ce soir-là, après avoir bordé Amélie et lui avoir lu une histoire, Laurent s'attarda dans la chambre de la fillette. Elle dormait paisiblement, son visage détendu dans la lueur douce de la veilleuse. Sur sa table de chevet trônait une photographie de son père, Mihail souriant fièrement dans son uniforme de la SRI. « Merci, » murmura Laurent à cette image. « Merci de m'avoir envoyé votre fille. Je vous promets d'en prendre soin comme si elle était la mienne. » En sortant de la chambre, il croisa Irina qui l'observait avec un sourire bienveillant. « Mihail serait content, » dit-elle simplement. « Vous êtes un homme bon, Laurent, différent de mon fils, mais tout aussi courageux à votre façon. » Ces mots simples touchèrent Laurent plus profondément que n'importe quel éloge professionnel qu'il avait pu recevoir au cours de sa carrière. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il repensa au chemin parcouru. La trahison de Camille et de François, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait brisé le cocon artificiel dans lequel il s'était enfermé. La découverte du complot de Jacques avait révélé les failles de son leadership et de sa vision du monde. Et l'arrivée d'Amélie dans sa vie avait ouvert son cœur à une forme d'amour qu'il n'avait jamais expérimentée, inconditionnel, généreux, transformateur. Ce qui avait commencé comme la destruction de sa vie parfaite s'était révélé être le début d'une existence plus authentique, plus riche de sens. Il n'était plus le milliardaire solitaire dans sa tour d'ivoire, mais un homme connecté au monde, assez semblable, à la réalité parfois dure, mais infiniment précieuse de l'existence humaine. Demain, il retournerait au siège de Mercier, innovation pour finaliser le lancement du Fonds Amélie, destiné à financer des projets d'éducation pour enfants défavorisés. Puis il assisterait à une réunion de la Fondation, où seraient discutés les plans d'expansion pour accueillir davantage de familles en difficulté. Le soir, il retrouverait Amélie pour sa leçon de piano, une activité qu'ils avaient commencée ensemble, lui comme débutant tardif, elle comme prodige naturel. Et la semaine prochaine, ils signeraient enfin les papiers d'adoption, officialisant ce que leur cœur savait déjà. Ils étaient une famille, forgée non par le sang, mais par cette rencontre fortuite un matin d'hiver, quand une petite voix avait murmuré « Le plombier arrive bientôt ». Laurent s'endormit avec un sourire aux lèvres, conscient que dans la chambre voisine, le cauchemar d'Amélie avait pris fin, tout comme le sien. Ensemble, ils avaient transformé la trahison en renaissance, la perte en découverte, la fin en commencement.